S'il y a eu un jour la volonté de créer un parc naturel marin ici, c'est que globalement, il y avait un espace où l'écologie était quand même préservée. Quelque part, j'ai de la chance dans mon travail, c'est que les décharges elles sont toujours situées dans des endroits magnifiques. C'est colossal, oui, mais bon, il faut savoir qu'il y avait un trou qui faisait un volume à peu près de 8000 m3. Donc ça peut aller très vite. D'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont dit au tout début. Hein. Voilà, si on arrive à le faire à Ouessant, on pourrait le faire ailleurs. Je m'appelle Patrick Pouline, je travaille à l'Office français de la biodiversité, plus particulièrement au Parc naturel marin d'Iroise, et je suis coordinateur de projet qualité de l'eau. Je m'appelle Franche Cano, je suis directeur du CEMO, donc le Centre d'études du milieu d'Ouessant. Je suis naturaliste et par ailleurs, je suis depuis quelques mois adjoint à l'environnement à la mairie d'Ouessant. Je suis Jean-Luc Daridon, ça fait 23 ans que je suis chez Le Floc des Pollutions et je suis actuellement là depuis 3 ans directeur général de la société. Je m'appelle Marie-Amélie Néolier, je travaille au CEREMA. Je suis spécialiste des dépollutions en zones difficiles d'accès et notamment des décharges littorales. L'île d'Ouessant est à environ 1h15 de bateau des côtes finistériennes. Ces 15 km, aiguisés par les vents et les déferlantes, accueillent environ 800 habitants à l'année et jusqu'à 4000 personnes par jour en été. Ces falaises, ces grottes marines et ces landes abritent des oiseaux rares comme le crabe à bec rouge, la fauvette pitchou ou le faucon pèlerin. Alors le site de Bouguepep est une pointe très jolie d'ailleurs sur l'île d'Ouessant. Et en fait elle a une spécificité, elle est ouverte, donc c'est un trou ouvert. Donc c'est vrai qu'à l'époque les Ouessantins disaient que c'était vraiment un site qui était très très beau et où on entendait la mer chanter, les vagues qui rentraient. On a l'historique qui dit que des déchets ont été envoyés depuis les années 60, peut-être même avant, dans le fond du trou, des déchets de l'île, des voitures, des bus. On avait quelque chose d'entièrement comblé, on va dire à 75% comblé, peut-être un peu plus, avec la végétation qui avait repris ses droits, avec quelques déchets qui apparaissaient sur le dessus. La première fois que j'arrive sur ce site, je pense que c'est surtout la surprise qui me vient à l'esprit parce que quand tu arrives en fait en 2019 en haut de ce gouffre, toi tu vois avant tout en fait une sorte de grand pan de mur où il y a des déchets qui apparaissent, qui tombent, mais tu t'aperçois pas au premier coup d'œil en fait qu'il y a 8000 m3 de déchets. Évidemment, il était certain que les déchets partaient déjà en mer. Dans l'imaginaire des gens, on y rejetait de la ferraille, de la carrosserie. C'était inerte, c'était pas un problème. Cependant, avec du recul, on sait qu'aujourd'hui, il y a de l'amiante dans les plaquettes de frein, il reste des hydrocarbures et de l'essence dans les réservoirs, il y a les pneus qui sont en plastique. En se dégradant, ils vont libérer des microplastiques et tous les additifs qui composent ce plastique. La sardine, elle mange justement le plancton et elle va aussi du coup ingérer ces microplastiques. Sauf que la sardine, c'est un peu la base de la chaîne alimentaire pour différentes espèces. Et donc, du coup, ça va se retrouver en accumulation éventuellement dans d'autres espèces. Ouessant se trouve dans le périmètre du parc naturel marin d'Iroise, une aire marine protégée par l'Office français de la biodiversité. Au cœur de ce parc, l'archipel de Molène a été classé réserve naturelle de France. La pointe de Bouguepep se trouve juste à côté. Donc on est dans un parc marin, une réserve naturelle, avec des enjeux de biodiversité extrêmement forts, extrêmement importants. Et là, on se retrouve avec une zone d'accumulation très importante qu'on connaissait peu et qui relarguait du déchet quotidiennement, à chaque marée, à chaque forte houle, directement dans ce milieu. Donc l'intérêt à agir, il était imminent déjà, et il était manifeste. Je pense que l'histoire de cette décharge, elle ressemble à beaucoup d'histoires, y compris sur le continent, même si l'insularité fait que les choses peuvent être un petit peu particulières. À une période où les habitants de l'île ont découvert une forme de consumérisme, d'une forme d'autarcie alimentaire. On a commencé à avoir plus de denrées dans les commerces, plus de
choses jetables, entre guillemets. Et donc, il faut imaginer, ça fait presque un siècle tout ça. Et donc, autre époque, autre mœurs, on commençait à avoir les premiers déchets non organiques. Et donc, on s'en débarrassait comme on pouvait. On jetait, on poussait la voiture, c'est ça? Ah bah oui, si c'était une voiture, si c'était un frigo, pareil. Hein. La voiture était foutue, mais il fallait bien la mettre quelque part. C'est pas grave, c'était pas... Il y avait pas la déchetterie qu'il y a maintenant à Ouessant. Toutes les îles ont eu ce problème à un moment donné. De manière générale, la gestion des déchets sur les territoires insulaires, c'est très compliqué parce que vous avez beaucoup moins de déchets en dehors des périodes touristiques et puis lors des périodes touristiques, il y a énormément de déchets. Aujourd'hui, on s'intéresse au littoral, mais je pense qu'il y a à peu près une décharge dans chacune des communes en fait de France parce que en fait, avant les années 80-90, les centres de stockage, les déchetteries et autres structures d'accueil des déchets du quotidien, de nos déchets de tous les jours n'existaient pas. Donc il fallait trouver des solutions. Et puis les solutions assez faciles qui sont venues dans la tête des gens, c'est d'utiliser un petit peu la topographie et l'environnement local. Alors un trou, une zone isolée, une falaise. On n'avait pas conscience que le plastique était un polluant qui était quasi éternel et qui allait rester dans le temps et qui allait impacter aussi lourdement. Et puis à l'époque, on avait un petit peu cette pensée et c'était un peu la légende de tout ce qui partait en mer disparaissait, n'était plus un problème. La mer étant résiliente, à un moment donné, les déchets, finalement, ils étaient traités. Donc ce qu'on ne voyait plus n'était plus finalement un problème. En fait, le réchauffement climatique, il est de plus en plus visible. Nous, on le voit, nous qui côtoyons vraiment le milieu marin en permanence. Et cette érosion en fait, du trait de côte est vraiment visible à plusieurs endroits. Plus ça va aller dans le temps, plus on va se rendre compte qu'on va découvrir des anciennes décharges. Donc la première étape, c'est connaître son ennemi, regarder les déchets en présence, caractériser les déchets en présence. Et donc les pollutions induites par la dégradation de ces déchets. Ensuite, il faut cartographier la décharge. Donc il a fallu faire pas mal d'études, on va dire, avant d'attaquer vraiment le chantier. Et c'est là que je suis retourné à mes premiers amours, on va dire, la géologie, où on a fait des études de géophysique, géotechnique également, avec des sondages en profondeur. Et c'est plus là qu'on a eu un peu peur, quand on a vu jusqu'à combien est-ce qu'on pouvait descendre. Donc voilà, le trou est descendu, enfin on est descendu, on a excavé jusqu'à moins 20, moins 24 mètres quand même. On a fait appel à des cordistes. Donc, sachant que c'était très instable, il fallait qu'ils soient arrimés dans la roche-mère. Et puis, ils sont descendus en rappel. Et on leur a demandé de prélever des sols tous les 1 mètre, sur 20 mètres de haut. Et surtout, en fait, sur tout le massif de déchets. Voilà. Mais comme ils allaient gratter les sols, possiblement, ils allaient remettre en suspension des fibres d'amiante. Ça, c'est une énorme chance qu'on a eue dans ce projet. C'est très, très peu d'amiante. Donc, on n'a pas eu besoin d'avoir un classement avec des spécialistes pour dépolluer l'amiante. Cette phase avant travaux, elle va être essentielle pour justement savoir quelle technique va être nécessaire pour arriver à dépolluer le site. Voir également quelles sont les obligations réglementaires qu'il faut cocher pour pouvoir entamer cette dépollution et qui va nous permettre aussi de cette manière d'avoir une sorte de pense-bête. Ce site-là était à proximité d'un aéroport, à proximité d'un sémaphore, à proximité d'un couloir de navigation importante pour du transport de passagers, à côté de zones archéologiques. Donc en fait, il fallait faire en sorte que la dépollution se déroule dans les règles de l'art et de la loi, dans le bon respect de la législation, en cochant tout un tas de dossiers administratifs en fait nécessaires à la bonne réalisation. Donc il s'agissait d'évaluer les enjeux localement au niveau des habitats, de landes, de pelouses littorales. Ce diagnostic a permis ensuite de faire ce qu'on appelle l'évaluation d'incidence Natura 2000. C'est aussi une étape où on va essayer de voir comment vont se comporter les polluants. Si on enlève des déchets, ces polluants-là vont peut-être se retrouver dans la mer. Où est-ce qu'ils vont aller? Qu'est-ce qui pourrait impacter? Donc, on a fait ce qu'on appelle, on a mis de la fluorescine. C'est ce colorant en fait vert qui va être utilisé parce qu'il est visible. Alors, c'est pas du tout un polluant, mais ça nous permet de voir en fin de compte où vont aller la simulation de ces polluants. Et ça va nous permettre de cette manière, avec les courants, de
de voir quelle zone pourrait être impactée éventuellement par cette fluorescine et du coup de prévoir des mesures de protection, de compensation si c'est nécessaire. Le gros problème qu'on a rencontré, c'est surtout la partie logistique. C'est tout ce qui était l'approche des équipements. On arrive dans le port du Stif, qui est en contrebas, il a fallu remonter. Et il y a l'étroitesse des îles avec des rues, des chemins très étroits. Donc on ne pouvait pas amener n'importe quel équipement non plus sur place. Donc on était aussi limité dans la taille des équipements qu'on pouvait amener. Et l'autre problème, c'était donc, comme je le disais, amener le matériel. L'île d'Ouessant est équipée d'un quai, mais qui n'est accessible pour le matériel roulant que par grande marée. Donc c'est, on va dire, 1 fois par mois, 2 fois par mois avec un peu de chance, sur 2-3 jours. Mais donc il y a cette histoire de marée qui joue, il y a cette histoire de coefficient qui joue, et de météo. On a même imaginé évacuer les déchets par hélicoptère à un moment donné. Du coup, il fallait en fait trouver la bonne solution, bilan coût-avantage. On évoquait l'idée que ce soit des cordistes qui allaient descendre, qui allaient gratter ces pans de déchets, qui allaient enlever ces déchets-là. Et tu te dis, mais ça paraît démentiel par rapport au travail qu'il y a à faire, quoi. Et de voir en fin de compte ce que c'est devenu avec les machines qui ont été nécessaires, comment ça a pu être pensé, c'est assez extraordinaire. Ouais. Alors effectivement, on avait déconseillé le floc de travailler en plein passage touristique, enfin de fin de printemps et été. C'est vrai que ça les a obligés à travailler dans des conditions parfois pénibles en plein hiver. C'était une forme de consensus aussi par rapport à l'activité économique aussi sur l'île, qui on le sait, est quand même très dépendante du tourisme. Bon, on a eu des périodes de pluie, des périodes de vent. On a quand même été, je trouve, épargnés par la pluie. Alors peut-être que mes collègues le diraient pas, mais on n'a pas eu trop de périodes de boue, on a eu sur la fin. Donc les engins en descendant pouvaient être amenés à glisser. Mais on travaillait par escalier, c'était déjà pour de sécurité par rapport au personnel, mais après aussi par rapport aux équipements. C'est ce qu'on voit dans les carrières, hein. C'est-à-dire que pour pouvoir descendre, on ne pouvait pas descendre à pic. Donc c'est la seule solution qu'on a trouvée, où on a excavé en descendant, en tournant, on va dire. Hein. Bien sûr, il y avait des endroits où on avait des pentes un peu plus raides, mais bon, à ce moment-là, on faisait plus... alors plutôt du tournant, on était de l'escalier en faisant étape par étape, c'est-à-dire qu'on faisait un premier palier, on faisait une rampe, un deuxième palier, et on descendait comme ça. Ce qui a permis de descendre jusqu'en bas du trou et de purger également le fond du trou. On a passé 15 mois quand même sur place, et on a pu voir des pans de falaise qui s'effondraient, donc ça c'était un des risques. On se retrouvait, on discute régulièrement avec les opérateurs et les conducteurs d'engins pour voir où sont les limites. On avait également du monde à pied. L'intérêt c'était de le faire intelligemment, c'est-à-dire qu'on l'a fait par couches successives. Donc l'appel ou l'épelle était amené à gratter. Une fois que c'était gratté, toutes les pièces qu'on pouvait récupérer manuellement étaient ramassées manuellement. Sur une pelle mécanique, on avait un aimant pour récupérer tout ce qui était ferraille. Et à partir de là, il y avait une deuxième phase qui était la partie criblage. Et donc à ce crible, on avait à l'entrée ce qu'on appelle un overband magnétique. C'est un rouleau magnétique pour tout ce qui est pièces de ferraille qu'on n'avait pas récupérées à l'instant sur le chantier en lui-même, donc qui étaient triées. Et après, on avait 3 sorties en fonction des éléments, de la granulométrie des éléments, les fins, les moyens et les grossiers, comme on appelle. Alors il y a des journées où ça avançait bien, des journées où ça avançait à moins bien. Il y a des pannes, il y a de la casse. Il a fallu se trouver des moyens pour réparer sur place, ou des fois peut-être perdre une journée ou deux pour pouvoir récupérer des équipements du continent. Plus on descendait, plus on avait des pièces qui étaient importantes, jusqu'à arriver au fond de ce gouffre avec des morceaux de tôle de navires, hein, des navires qui avaient coulé à l'ouest de Ouessant, qui faisaient jusque 3-4 mètres de longueur ou 3-4 mètres de hauteur. C'était vraiment des gros morceaux. Après, on a trouvé également énormément de béton, de déconstruction, mais plus sur les parties inférieures. Mais toute la partie supérieure, c'était plus du plastique, des déchets ménagers, et on triait donc. On avait des bennes de ferraille et des bennes de plastique.
Et tout était trié et évacué comme ça sur le continent. Un projet comme ça, il faut qu'il soit acceptable d'un point de vue social. Déjà, il faut se rendre compte des erreurs du passé. C'est pas simple, parce que quelque part, c'est prendre la responsabilité d'us et coutumes pas joli d'avant. C'était plutôt courageux de la part de la mairie de Ouessant et des Ouessantins de se dire bon, on prend nos responsabilités, il y a des choses qui ont été faites, c'était pas joli, mais c'est un état de fait, allons-y. Et bon, d'un point de vue technique, c'était très lourd à porter, donc c'était plus facile que ce soit finalement le parc naturel marin d'Iroise. Je pense que c'est typique du genre de projet où les gens savaient pas trop vers quoi on allait aller, et donc il y avait ceux qui étaient plutôt opposés. Mais je vais dire, c'est plus par rapport, ça c'est classique, c'est par rapport à l'enveloppe budgétaire qui pouvait faire rêver certains d'autres types de projets communaux. Mais il y a aussi, j'ai croisé des gens qui étaient ravis à l'idée de pouvoir voir ou revoir le gouffre tel qu'il pouvait être avant la décharge. Quelque part, il faut pas renier ce passé, il faut pas non plus en avoir honte. Et donc c'est dans une société qui s'assume, ça peut être bien aussi de montrer les déchets. J'ai participé aux réunions publiques qu'il y a eu avec les Ouessantins. Je me rappelle de la toute première, qui a été assez mouvementée. Il y avait des vraies questions qui étaient posées effectivement par les Ouessantins, et c'était normal et légitime qu'ils se les posent. Et du coup, on avait aussi, nous, de notre côté, des réponses à leur donner pour les rassurer. Et c'était des réunions assez enrichissantes. On est aussi allé dans l'école, dans le collège, on est allé parler aux plus jeunes, puisque les usages de demain, ils sont dans les mains des plus jeunes. C'est quoi cette pollution plastique? Pourquoi est-ce que vous intervenez? Quels sont les risques pour nous? Pourquoi tout ça a été mis là? Il ne faut pas que ça se reproduise dans le futur. L'idée, c'est pas de mettre 2 millions dans un projet de dépollution comme celui-ci et de devoir revenir plusieurs années après. Moi, j'ai eu des infos à force d'en demander à droite à gauche sur qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir au fond du gouffre. Des vieux bateaux, des carcasses de voitures, ça allait même jusqu'au car. Et donc tous ces éléments ont été retrouvés au fur et à mesure. Après, les langues se délient. Il y a des gens qui sont venus me voir. Tiens, moi je crois que j'ai mis une mobilette dans le gouffre, je sais plus, dans les années 60. On avait la chance, parce qu'on avait quand même à Brest un certain nombre d'entreprises qui étaient calées en matière de valorisation de ces matériaux-là. Donc du coup, ceux qui étaient facilement valorisables, certains plastiques par exemple, étaient encore en bon état, étaient valorisés, et la ferraille notamment. L'objectif des travaux, c'est d'être vertueux dans la manière dont on collecte les déchets. Tout ce qui peut être valorisé doit être valorisé. Il ne s'agit pas de déplacer le problème. On pourrait dire, bon, on décape 8000 mètres cubes de déchets, on charge dans un bateau, on envoie dans un centre de stockage de déchets dangereux. Non, ça n'a pas de sens. Ça, c'est pas traiter le problème, c'est de déplacer le problème. La ferraille a cristallisé un peu certaines critiques, un certain ressentiment de la part de certains, parce que c'est resté très longtemps sur la plateforme à matériaux au-dessus du port du Stif. Donc tout ça a été très très complexe à mettre en place. Il a fallu trouver la bonne fenêtre au niveau météo, passer aussi entre le festival de musique, l'Hélophone, et puis un arrêt technique ensuite du bateau de transport. Heureusement qu'ils sont partis, parce qu'au bout d'un an on commençait quand même à s'en lasser. Mais voilà, l'opération est terminée, ou presque à 100%, et c'est que mieux. Ok, alors les déchets, tu vois, ceux-là, ils vont être envoyés vers le continent, ils vont être repris par des entreprises qui sont compétentes pour le traitement, mais les terres, non. Or, les terres, c'est une quantité non négligeable. Et ça, si tu dois le traiter, ça a un coût énorme. Donc, l'idée, c'est de les garder au maximum sur le site, si c'est possible. Donc du coup, voilà, on a fait un panel d'études, on allait au-delà de ce qui était demandé, on a prouvé par des centaines d'analyses que le réemploi de ces terres, il était acceptable
La loi aujourd'hui, elle demande est-ce que c'est acceptable pour la santé humaine. Mais nous, on est allé plus loin. On était précurseurs là-dessus, c'est qu'on s'est demandé est-ce que c'est acceptable pour les milieux marins. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui. Eh ben, on s'est dit, voilà, il faut utiliser toute cette matière-là pour recréer un paysage le plus proche possible de ce qu'on pouvait imaginer avant. Donc les terres triées ont été réétalées sur le site qui a servi au stockage et à la circulation des engins. Et le reste a été du coup remis dans le gouffre. Sur le génie écologique, on a mis le paquet. Au niveau apport de matériaux, du géotextile partout, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Mais là, on permet à la nature de faire les choses plus vite. Donc là, c'est difficile de dire voilà, comment ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et je dirais que 10 ans, c'est une bonne échéance pour espérer avoir un milieu qui ne présente quasiment plus de cicatrices. Le fait justement d'être sur une île, ça a également soudé énormément le personnel. Ils vivaient, on n'est pas à la maison, on rentre pas à la maison le soir, donc ils vivaient ensemble, on va dire 5 à 6 jours sur 7. On louait une maison sur place. Ils vivaient ensemble la journée, ils vivaient ensemble le soir, donc c'est aussi une expérience personnelle assez enrichissante. La leçon principale à retenir de ce projet, c'est, je dirais, pas hésiter à être ambitieux dans ce type de projet-là. Ça paraissait colossal au départ et pourtant, c'est quelque chose qui a été possible de faire et d'aller jusqu'au bout de la dépollution et aussi de l'après-dépollution. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Et puis je dirais, peut-être aussi à prendre en compte, parce que c'est important, de s'entourer d'une bonne équipe, des gens compétents et qui travaillent bien ensemble. Ça, c'est important. Si on n'avait pas eu une équipe interne au parc, mais je dirais aussi un assistant à maîtrise d'ouvrage qui nous a vraiment aidés sur des points de vue très techniques, et puis un prestataire comme le Floc Dépollution qui était hyper compétent et qui s'adaptait. Ça a été que de l'adaptation en fin de compte, c'est 1 an et demi de projet. C'est important de les avoir vraiment autour de soi pour pouvoir réussir un tel projet. Donc à l'époque, on était intégré, le parc naturel marin d'Iroise, dans un dispositif Interreg, c'est un dispositif de financement européen qui s'appelait Preventing Plastic Pollution. Et en fait, ils nous ont permis, grâce à ces financements, de mener toute la partie sensibilisation, donc auprès des écoles, des collèges, de la mairie, réunions publiques et autres, et puis le début de la partie études. Une fois la partie études commencée, on s'est rendu compte que les travaux allaient coûter cher. On s'est dit, on a besoin à peu près de 2 millions d'euros. Donc finalement, on a déposé un dossier plan de relance, de France Relance, qui nous a permis en fait d'obtenir la quasi-totalité des fonds nécessaires pour mener à bien la fin des études et la partie travaux et d'avancer sereinement. En fait, ces 2 dispositifs de financement, tant France Relance que le dispositif Interreg Preventing Plastic Pollution, c'était des fonds européens. En fait, l'Europe nous a permis de déployer en fait toutes ces études et tous ces travaux pour dépolluer le site de Ouessant. Je pense que beaucoup de gens sont contents. Il y a toujours des sceptiques ou des mécontents qui vont dire que voilà, il n'aurait pas fallu faire comme ci ou comme ça, que cet argent aurait pu être dépensé sur d'autres projets. Mais je pense que globalement, le ressenti de la population est très bon. Et je pense aussi que le fait que les prestataires de Le Floc Dépollution aient été présents en hiver, parfois pour être allé quand même souvent les voir, ils bossaient dans des conditions très très difficiles. Beaucoup d'Ouessantins ont vu ça, ou les croisaient ensuite quand ils allaient manger le midi au restaurant ou le soir près de leur hôtel. Et ils ont sympathisé, les ouvriers de Le Floc, avec pas mal de gens à Ouessant. Et je pense que ça a contribué aussi à
à une bonne acceptation du projet. On a vu beaucoup de gens, après, une fois que la dépollution était terminée, faire leur curieux, venir voir. Et ouais, je pense que ça a dû rappeler des souvenirs à certains. Et puis, les plus jeunes ont pu découvrir quelque chose de tout nouveau parce que tout était enfoui auparavant sous les déchets. Fange, ça a été un facilitateur, ça a été la clé de voûte du projet un petit peu côté Ouessant, et puis force de proposition, et puis un savoir-faire exceptionnel et une connaissance exceptionnelle sur la faune et la flore en local. Et il sera aussi le garant dans l'avenir et dans le futur du maintien et de la préservation de ce site sur Ouessant. Une des Ouessantines qui nous a fait découvrir ce site, qui a énormément participé pour que on va dire les gens s'approprient le projet, acceptent ce projet. Quand elle est venue vers la fin du projet, elle a retrouvé le gouffre tel qu'elle l'a connu quand elle était enfant. Et ça, le fait qu'elle le dise, ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, c'est ça qu'on voulait. On n'était pas sûr d'y arriver, mais le fait d'avoir réussi et de voir la réaction des gens, ça c'était génial.